de santé mentale, de folie, d'internement, de dangerosité, de récidive et de psychiatrie bien sûr. Eh bien j'ai à côté de moi Serge Portelli, bonjour, vous êtes le vice-président du TGI de Paris, vous êtes membre du syndicat de la magistrature. En face de vous, Patrick Coupchou, vous êtes journaliste au Monde diplomatique et vous avez beaucoup écrit d'articles et d'ouvrages sur cette question de la folie en général. Jean Caneva, vous êtes le président de l'UNAFAM, c'est l'Union nationale des amis et familles des malades psychiques, et vous nous direz votre combat aussi et combien vous êtes concerné. Et puis Michel Guyander, vous êtes psychiatre, on vous voit dans le documentaire d'ailleurs, comme Serge Portelli, et vous êtes membre du collectif des 39, et vous êtes aussi chef du service du 8e secteur psychiatrique de l'Essonne. Autrement dit, vous avez autorité sur pas mal de choses. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. C'est-à-dire, il y a quoi? Alors, oui, d'abord, je suis chef de secteur, puisque depuis la nouvelle loi hospitalière, il n'y a plus de chef de service, donc je suis chef de secteur. Et un secteur, c'est une aire géographique qui a compétence sur la souffrance psychique des gens qui y habitent, en général 70 000 habitants. Et c'est comme ça qu'est organisée la psychiatrie en France, voilà. Par secteur géographique, voilà. En fonction de l'endroit où on habite, voilà. Si on a un problème, on sait où aller. Voilà, on doit pouvoir aller et être accueilli dans des endroits précisément déterminés. Aussi bien dans un centre avec des lits, voilà. Que dans un centre ouvert. Alors, il y a des centres médico-psychologiques dans chacun des secteurs, des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, de l'accueil familial, des appartements thérapeutiques, des hôpitaux de jour, des appartements associatifs et une unité d'hospitalisation qui, elle, donc, peut recevoir les gens... Vous avez toute une panoplie comme voilà, ça, de niveau d'intervention. Absolument. En fait. Oui. Alors, déjà un mot sur le titre du documentaire, parce qu'un monde s'en fout. Est-ce que c'est ça l'idée que tente à montrer ce documentaire, qui voudrait qu'effectivement on ait envie de ne plus avoir de fous dans notre société, de ne plus les voir? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez lu? Est-ce que c'est ce que vous ressentez aujourd'hui? Écoutez, moi je trouve que le titre est très bien, pour commencer. Il est très bien parce que je pense qu'il pose l'enjeu, les enjeux en profondeur qui sont posés par la situation de la folie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on n'est pas, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la discussion, mais est-ce qu'on n'est pas dans une société, dans un système qui rêverait d'avoir un monde sans fou? Mais un monde sans fou... Qu'on ne les voit plus, qu'ils ne soient plus dans nos rues. Mais ça n'existe plus, mais vous savez, la folie n'existe plus, la folie est niée depuis des années. On parle de handicap, on parle de troubles, on parle de symptômes, mais la folie en tant que possibilité de l'être humain, en tant que finalement possible de l'être humain. C'est-à-dire qu'il sous-tend le fait que si on reconnaît que les malades mentaux sont des êtres humains, il faut qu'on fasse tout pour qu'ils puissent vivre avec nous. Or aujourd'hui, la folie, elle est niée. Chercher un article, chercher un travail universitaire, chercher un journaliste dans les médias qui parle de folie et qui parle des fous, ça n'existe plus. Mais donc, vous préférez qu'on parle de folie ou de santé mentale? Ah, ça c'est un autre débat, mais je voudrais terminer sur le titre de Morel. Je pense que c'est un excellent titre parce qu'une société sans fou, ce serait une société folle. Je vous rappelle quand même que Hitler, quand il est arrivé au pouvoir en Allemagne, l'un des premiers décrets qu'il a pris, l'une des premières décisions qu'il a prises... Éliminer les fous. C'est un décret pour éliminer les fous et on a exterminé 70 000 fous sous le régime nazi. Donc ça en dit long sur le rapport entre la folie, telle qu'elle existe et telle qu'elle existera toujours, du moins je l'espère, et puis la société telle qu'elle se voit et telle qu'elle échafaude son avenir. Monsieur le Président, Portelli. Mais le décret d'Hitler de février 1933 concernait les fous, les récidivistes et plus généralement les gens dangereux. Je crois qu'effectivement ce documentaire est excellent parce qu'il met le doigt sur un fantasme. Le fantasme qui concerne les fous, mais pas que les fous. C'est une société sans risque, en fait. On préférerait, on veut à tout prix une société qui est débarrassée de tout ce qui dérange la vie quotidienne du Mais ça citoyen. serait comme ça qu'il faudrait lire les interventions d'aujourd'hui, les lois qu'on est en train de préparer, etc. C'est qu'on aurait tendance évident à vouloir éliminer le fou du paysage. Mais pas que le fou, le délinquant. Ce qu'on nous promet à tout crin depuis quelques années, c'est une société où il n'y a plus de criminalité, plus de récidive. Moi, je me souviens très bien, je ne veux pas citer de nom, mais on reconnaîtra, d'un candidat à l'élection présidentielle qui disait « Moi, je vous débarrasserai de la récidive d'ici la fin de l'été ». Et en fait, c'est ça. C'est une promesse folle où on essaye de dire on va trouver un moyen extraordinaire, magique,
pour faire disparaître du paysage la folie, la délinquance et tout le reste. Évidemment, c'est un mensonge. On reviendra bien sûr sur tout ça. Je vais vous donner la parole, M. Caneva, dans un instant, mais que dit le psychiatre sur le fou et le terme de fou? C'est quoi un fou? Et est-ce que ce terme, vous l'acceptez ou vous trouvez que ce n'est pas le bon terme pour désigner la maladie mentale, la santé mentale, etc.? Moi, j'ai pour habitude soit de dire les fous d'une façon générale, comme ça, parce que c'est un mot de la langue, c'est le mot des poètes, c'est le mot du langage. C'est pas péjoratif ou insultant, populaire. je sais pas quoi. Ça n'est pas le langage du discours de la science, par exemple. Ça n'est pas un discours qui stigmatise. Autrement, je dis les personnes qui présentent ce mode si particulier de souffrance psychique, qui insiste sur le fait qu'elle est singulière, qu'il s'agit d'une souffrance, qu'elle appartient à chacun, et que c'est au cas par cas que l'on doit approcher cette question, et non donc, pas en la généralisant, surtout pas en la généralisant de son côté négatif, par son côté négatif. Bon, et donc le terme de fou englobe des réalités très diverses. Bien sûr, oui. Et des souffrances très diverses aussi. Oui, bien sûr. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Je crois que la société est organisée de telle sorte que les mots ont un sens et sont perçus par le public d'une certaine façon. Le mot fou est connecté à la dangerosité, à l'imprévisibilité surtout. Et nous qui vivons avec eux 24 heures sur 24, 365 jours et nuits par an pendant 40 ans, nous ne parlons jamais de fou. Jamais. Ça veut dire que nos proches sont des malades, ils souffrent, comme dit le psychiatre, mais on n'emploie jamais le mot de fou. Pourquoi? Tout simplement parce que la société, derrière ce mot-là, a des fantasmes, comme disait le président tout à l'heure, qui ne correspondent absolument pas à la vie que nous vivons au quotidien. Vous êtes le président d'une association qui s'occupe, qui regroupe les familles, qui ont à vivre ça. L'UNAFAM regroupe 45 000 aidants familiaux, qui sont tous concernés par des psychoses sévères. Ça veut dire qu'on sait de quoi on parle et on sait que ces gens, la vie de ces gens ne correspond absolument pas à l'image que nos concitoyens se font de la folie. Alors, vous dites ce terme, vous le récusez, vous ne voulez pas qu'on dise fou. Vous, je crois que c'est votre fils qui souffre d'une maladie. Oui, mais c'est pas parce que c'est mon fils, c'est l'ensemble des malades veulent être reconnus comme des gens malades, mais pas avec l'image que la société renvoie sur la folie. Non, surtout que, excusez-moi, mais les médias sont des spécialistes pour allumer de la crainte et de la dangerosité derrière ce mot. Donc notre effort à nous, avec d'ailleurs les soignants et les associations de personnes malades, c'est de parler de ces choses-là, comme disait le psychiatre tout à l'heure, en termes de souffrance, en termes de handicap, pourquoi pas, puisque leur vie est devenue difficile, mais pas en termes de folie. Alors, en termes de souffrance, parce que justement, avant qu'on commence l'émission, vous me parliez un petit peu de votre histoire à vous. Vous avez peut-être trouvé ça indiscret qu'on en parle, mais je trouve ça intéressant d'en parler, non pas parce que c'est vous, mais parce que on a souvent l'impression que le fou, c'est l'autre, que le fou ou que le malade mental, c'est quelqu'un qui ne nous concerne pas. Et à vous entendre, vous, en vous écoutant, on se rend compte que c'est tout le monde, c'est nous, ça peut nous arriver demain. Oui, sauf qu'il y a quand même des gens qui ont une maladie et d'autres qui n'ont pas la maladie. C'est d'ailleurs ce que je reprocherais un peu au film, c'est qu'il mélange à la fois les problèmes de la pathologie et en même temps d'autres choses qui sont des souffrances sociales, mais qui ne sont pas de même nature. Il ne faut pas tout mélanger, les choses ne sont pas identiques. Mais on se disait que 1%, je crois, des Français, je le disais au début de l'émission, sont schizophrènes. Pour la pathologie, oui. Donc ça représente, grosso modo, 5 à 600 000 personnes qui sont susceptibles. C'est le cas de votre fils. Oui, c'est arrivé, vous vous êtes rendu compte comment? Et ça veut dire quoi de vivre au jour le jour avec un schizophrène? Alors, la maladie, puisqu'on parle bien de maladie, c'est pas la souffrance, le stress au travail, c'est vraiment une maladie. Cette maladie arrive au moment de l'adolescence, en gros, où elle peut arriver très jeune pour ce qui est de l'autisme, par exemple. Mais normalement, les schizophrénies, parce qu'il y en a plusieurs, arrivent au moment de l'adolescence. Alors, c'est un séisme pour la personne elle-même et pour les proches. C'est-à-dire qu'on ne comprend absolument pas ce qui arrive. Dans toute la famille, vous dites? Toute la famille, mais surtout pour la personne. Elle ne se reconnaît plus elle-même. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très, très impressionnant.
vous vivez avec quelqu'un que vous comprenez très bien, et puis tout d'un coup, vous ne le reconnaissez plus. Vous savez, c'est impressionnant. C'est une expérience qui est... qu'on ne souhaite à personne, hein, ni pour la personne malade, ni pour son entourage. Alors c'est là où on a besoin, impératif, de l'aide des professionnels. Parce qu'ils nous expliquent les choses, non pas en termes de folie, mais en termes de maladie, avec une façon d'aborder ces gens-là, de les comprendre, de les accompagner. Vous dites ces gens-là, mais ces gens-là, c'est nos proches. Oui, mais c'est des gens qui ont une pathologie. C'est pas tout le monde. Ils ont une souffrance propre à une maladie. Alors, le psychiatre vous expliquera que c'est un problème de développement du cerveau. Bon, il y a des aspects biologiques. Je ne suis pas sûr que le psychiatre dise ça. On va voir. Mais je voudrais justement écouter un des extraits du documentaire où on voit effectivement cette femme, cette mère de famille, je crois, qui appartient à l'UNAFAM. Qui appartient à votre association, qui est donc la maman d'un enfant qui est malade, hein, qui souffre de maladie mentale, et qui nous raconte ses angoisses quant à ce qui pourrait advenir de son fils. Moi, si, par exemple, on n'était plus là, ma grande crainte, c'est que Jean-Christophe ne soit plus soigné, mais qu'en fait, il se retrouve soit à la rue, soit en prison. Parce que Jean-Christophe seul, il est attiré par tout ce qui est quartier difficile, marginalité. On a déjà fait l'expérience. Hein, il est revenu dans des états absolument épouvantables. Il a été un jour dépouillé de ses vêtements, dépouillé de tout ce qu'il pouvait avoir sur lui, et on l'a retrouvé plus qu'en petite tenue, dans Reims, abandonné par ceux qui l'avaient tabassé. Il était dans un état épouvantable. Donc imaginez que du jour au lendemain, sans qu'on ait pu trouver une solution au long terme, il se retrouve seul. Une expérience comme ça, il devient marginal, et de la marginalité, il fait une bêtise pour se procurer de l'argent, et il se retrouve en prison. Alors qu'en fait, il nécessite des soins. Voilà, pour cet extrait du documentaire de M. Borel, de Philippe Borel, que dit le docteur là? Il y a la souffrance des malades, il y a la souffrance de leurs proches. Oui, bien entendu. La première des choses sur laquelle je voudrais moi insister, après avoir entendu ce que je viens d'entendre, et que j'ai entendu plusieurs reprises du film de Philippe Borel, c'est cette mère qui insiste sur la vulnérabilité de son fils. Et je crois que ça, c'est vraiment important de restituer ça. C'est-à-dire que ces personnes-là ont vraiment besoin de soins, vraiment besoin de l'assistance qu'on peut leur prodiguer. Hein. Il faut regarder les malades mentaux d'abord comme des victimes. Voilà, si ce n'est comme des victimes, en tout cas comme parfaitement vulnérables et parfaitement en danger lorsqu'elles sont livrées à elles-mêmes au milieu d'un monde de brutes, comme dit l'autre. Hein. Je veux dire, ce qui s'est passé en Californie quand les hôpitaux psychiatriques ont été très largement ouverts et que les patients se retrouvaient à la rue, ça n'a pas été un déferlement de violence de la part des patients, ça a été effectivement des patients victimes. Hein. Pour qu'on comprenne, parce qu'on parlera sans doute tout à l'heure de la dangerosité des fous, et c'est souvent ce qu'on retient dans l'opinion. On dit « Ah, ils peuvent être dangereux, ils peuvent nous agresser, etc. » Mais vous dites attention, c'est d'abord des gens qui, livrés au monde cruel qui est le nôtre, sont des gens perdus dans le monde. Oui, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'une attention vigilante. Ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils sont, pour certains. Je pense qu'ils le comprennent à leur façon. Ils comprennent, mais en cela, ils sont nos égaux. C'est-à-dire que nous comprenons le monde à notre façon. Et nous ne sommes pas semblables par rapport à notre façon de comprendre le monde. La preuve, certains énoncent que les schizophrènes sont dangereux. C'est une manière de comprendre le monde. Ça n'est pas la mienne. Voilà. On peut dire que on est en ça absolument à égalité avec eux. Ils ont leur façon de comprendre le monde, qui n'est pas la même à chaque instant de la vie. Vous dites qu'ils ne sont pas dangereux, vous dites qu'ils ne sont pas forcément dangereux? Non, je dis qu'ils ne sont pas plus que vous et moi. Ils sont plutôt moins dangereux si on prend les statistiques. Les statistiques sont incroyables par rapport en décalage avec ce qui se dit dans les médias. Hein, je veux dire, sur 51 400 et quelques affaires pénales en 2005, 200 et quelques ont justifié d'une mesure